C'est parti alors. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette table ronde intitulée Cette année données, c'est données, réutiliser, c'est gagner. C'est pas mal. En introduction, je vais rappeler juste qu'il y avait effectivement eu une première table ronde l'an dernier sur le forum Résine autour des données et des collectivités auxquelles, parmi les enseignements, on peut se dire qu'il y avait plusieurs éléments à retenir. D'abord que la donnée, elle n'est pas seulement un objet technique, mais elle est un objet politique aussi, ou un sujet politique, à la fois pour une meilleure compréhension du territoire notamment, et puis pour éviter que d'autres acteurs ne s'en emparent. D'une certaine manière, c'est peut-être un commun numérique. On avait parlé aussi d'acculturation et du besoin d'acculturation au sein des collectivités, parmi les agents, parmi les élus peut-être aussi, ou en tout cas de manière plus large. Et puis, pour finir, on avait parlé aussi d'une nécessité de coopération autour des données et avait été annoncé à ce moment-là des travaux qui allaient être menés autour de la charte une charte de la donnée dont nous allons vous... Ah, il y a un écho. C'est bon, donc des travaux autour de la charte de la donnée dont on va vous rendre compte aujourd'hui. Avant de démarrer, et d'ailleurs je ne me suis pas présenté, donc je suis Frédéric Lecoin, je suis le directeur du TUBA, tiers-lieu, association Lyon Urban Data, qui est un tiers-lieu à Lyon sur les données, le numérique responsable et les transitions urbaines ou les enjeux urbains. Avant de présenter aussi les participants, je vous propose de faire une sorte de petite animation qui permettra de mieux savoir qui vous êtes et dans cette salle, plutôt que de faire forcément un tour de salle. Donc on va vous demander de scanner ce QR code et on va avoir quelques questions à vous poser dès que vous avez scanné ce QR code. Est-ce que c'est tout bon? Ouais, on peut démarrer avec la première question, c'est bon pour tout le monde? Donc la première question qu'on souhaitait vous poser, c'était savoir si vous aviez déjà assisté à cette table ronde l'an dernier, en 2023, autour des données et des collectivités. On est plutôt donc sur un non. On va pouvoir, je sais pas, je vois pas d'ailleurs le chiffre, mais sur une vingtaine de participations, on doit être à 13 ou 14 et 6 oui. On va passer à la deuxième question, qui est d'où venez-vous? Est-ce que vous venez de Lyon, du nord de Lyon, du sud de Lyon, de l'est de Lyon, de l'ouest de Lyon? Là aussi, pour donner un petit peu... Voilà, on a une répartition assez équilibrée. Alors peut-être une prépondérance de Lyon, mais finalement assez équilibrée entre les points cardinaux. On va peut-être passer à la suite. Troisième question, c'était vous demander si vous étiez familier, quel était votre niveau de familiarité avec les sujets de données, plutôt novice, intermédiaire ou expert. Voilà, sur 20 participants, on a plutôt intermédiaire, je sais pas, ça doit être autour de 10, 12, novice 3 et expert 5. On va passer à la quatrième question pour savoir qui êtes-vous. Est-ce que vous êtes plutôt élu? Est-ce que vous êtes plutôt agent de collectivité ou est-ce que vous êtes plutôt employé d'autres structures? Plutôt agent, une fois encore, combien de votes? Ouais, c'est ça. Ok, donc plutôt des agents, un ou une élue et quelques... C'est pas grave, on passe à la suite. La dernière question, donc, quel est votre champ d'action professionnel? Plutôt SI, numérique ou inclusion numérique, design, data ou autre? Ok, plutôt à la fois données, inclusion numérique, évidemment, quelle surprise, et puis autre aussi, donc voilà. Merci d'avoir joué le jeu, ça permet aussi au panel de savoir un petit peu qui vous êtes, et ça nous permet aussi de vous montrer qu'on a créé là des données, un jeu de données. Finalement, c'est pas forcément plus compliqué que ça, et ça vous donne déjà une première idée de ce que ça peut être. Je passe maintenant du coup à la présentation. Donc on aura aujourd'hui une table ronde sur à nouveau sur les données et la réutilisation des données, avec présent autour de la
table ou en ligne. Donc Emeline Baum, qui est pour la métropole, qui représente la métropole de Lyon, première vice-présidente de la métropole de Lyon, en charge de l'économie, de l'emploi, du commerce, du numérique, de l'achat public et du numérique, évidemment. Samuel Goeta, qui est chercheur et qui est représentant de la data activiste. Je reviendrai tout à l'heure, et qui est auteur d'un livre, Les données de la démocratie, qui est présent là. Et Francky Trichet, qui est en ligne, voilà, je ne sais pas si on peut vous voir à l'écran, mais en tout cas, on vous voit, et moi je vous vois, qui est vice-président donc de la métropole de Nantes, pardon, en charge de l'innovation, du numérique et des relations internationales, également président des interconnectés, si je ne m'abuse. Donc merci à toutes et à tous d'être là. On va du coup démarrer cette table ronde, et je vais peut-être m'adresser d'abord à toi, Samuel, c'est tout bon? Pour avoir... Allez. Un peu le cadre global, te poser des questions. On parle souvent, je ne sais pas si on parle souvent, mais en tout cas on parle des données avec des fois des attentes, parfois des craintes, au-delà de cette question technique et en particulier de l'open data. En quoi finalement ce sujet des données, c'est un objet politique, c'est un objet c'est un enjeu pour la démocratie, pour notre démocratie, nos démocraties, pour les collectivités, pour la sphère publique. Je vais te demander de développer là-dessus. Je pense que c'est aussi l'objet de ton livre, et tu parles notamment des données comme un objet à la fois de pouvoir et de contre-pouvoir. Je pense que c'est un point intéressant. Et tu parles aussi de troisième vague, donc je te laisse la parole peut-être pour développer ces éléments-là. Merci Frédéric. On m'avait promis un événement sous l'eau. Du coup, ce matin, je suis venu à vélo. Donc cette ambiance aquatique est vraiment présente à l'intérieur de mes chaussettes. Donc du coup, je vais vous parler de pas mal d'exemples liés au vélo. Le point de départ du livre, c'est cette idée quand même que pour beaucoup de citoyens, la donnée, ça fait peur, ça ennuie, c'est un objet de crainte. Alors qu'en fait, ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que ça peut être aussi un objet d'espoir, un objet d'émancipation, voire un objet de réjouissance. Je pense qu'il peut y avoir une donnée joyeuse. Et donc l'idée du livre, c'est aussi de se réapproprier les données en s'intéressant à un mouvement en particulier qui est celui de l'open data, mais plus largement en fait du rôle des données dans la démocratie, d'où le titre du livre. Et pour ça, en fait, j'aime bien quand même aussi, parce que je suis attaché à la médiation numérique, partir de la définition des données. Si on considère les données comme la matière première de l'information et du savoir, en fait, pendant longtemps, on s'est contenté d'informations pré-mâchées. Un exemple, les accidents à vélo, on pouvait savoir le nombre d'accidents, les conséquences. À l'échelle d'une année, on n'en savait pas forcément plus. Ce qui change avec l'open data, c'est qu'on donne accès aux données dans leur plus grand niveau de précision et on favorise cet usage. Donc vraiment cette idée de précision, on parle dans le jargon de granularité des données, d'avoir vraiment accès dans leur plus grand niveau de précision. Et donc là, sur les accidents à vélo, par exemple, on va savoir la localisation des accidents, les conséquences pour les victimes, le type de véhicule impliqué, les conditions de circulation. Et ça permet plein de choses. Ça permet un débat public plus éclairé, ça permet de contester des décisions qui sont parfois présentées comme objectives, basées sur des données. Et en fait, le livre aussi part de ce point de départ-là, c'est que dans le débat public, les données, elles s'imposent un peu à nous comme des arguments d'autorité. Des fois, en fait, on aimerait pouvoir vérifier, on aimerait aussi pouvoir faire des propositions, on aimerait pouvoir refaire les calculs. En fait, donc c'est cette idée que l'open data peut être un outil de pouvoir et un outil de contre-pouvoir. Alors, outil de pouvoir, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'open data sans un soutien politique. C'est pas sans qu'il y ait un portage politique. Ça fonctionne pas vraiment comme ça. Moi, je m'intéresse beaucoup aussi au droit d'accès aux documents administratifs. C'est ma troisième casquette, celle de cofondateur d'une association qui s'appelle Open Knowledge France et qui anime un portail qui s'appelle madada.fr qui facilite l'accès aux documents administratifs. Et la métropole de Lyon est un de nos bons élèves. C'est assez rare pour le signaler. Ça permet, donc il n'y a pas d'open data sans soutien politique. Ça permet aussi de renforcer certaines décisions qui sont, en permettant aux citoyens de vérifier, d'aller débattre en allant regarder les données dans leur plus grand niveau de précision. Donc il y a cette idée que ça va créer un débat potentiellement plus objectif,
alors j'essaye de l'aborder sans naïveté, hein, les données ne résoudront pas tout. Mais en tout cas, comme les données sont un point d'appui aux politiques publiques, on doit pouvoir vérifier, il y a un peu cette exigence comme dans les sciences de reproductibilité. Et c'est un outil de contre-pouvoir parce que pouvoir contester, débattre, faire des propositions, c'est une forme d'émancipation. Je considère en fait l'open data comme un outil de la contre-démocratie. Ça, c'est un terme qu'avait développé Rosan Vallon. L'idée de la contre-démocratie, c'est pas de s'opposer à la démocratie, c'est toutes ces formes de contrôle, d'empêchement et aussi de mise au jugement par les citoyens des décisions politiques qui en fait confortent les institutions démocratiques et ne s'y opposent pas nécessairement. Et en fait, qui vont aussi veiller à ce que le pouvoir respecte ses engagements. Le meilleur exemple que j'ai dans le domaine, il est lyonnais. Je vais vous flatter un peu aujourd'hui, hein, je vous préviens. J'aime bien venir à Lyon, pas juste pour la gastronomie. C'est un exemple lors des municipales de 2020. C'est l'association La Ville à Vélo, qui, je vous avais dit que j'allais parler du vélo, qui a utilisé les données ouvertes sur data.grand Lyon pour faire un bilan du plan mode doux 2009-2020. Ils ont montré que 40% du réseau structurant qui a été promis a été réalisé. Et c'est intéressant du coup d'avoir cette idée-là de l'open data comme un outil de contre-pouvoir. Ça permet de mobiliser, ça permet de faire du plaidoyer, mais ça permet aussi au pouvoir de se rappeler à ses engagements. Et il ne faut pas penser le pouvoir comme étant un monolithe au sein d'une administration. Il va y avoir des gens qui vont défendre la cyclabilité. Et en fait, si on veut faire avancer ces questions-là, par exemple la cyclabilité, il faut pouvoir s'appuyer sur des contre-pouvoirs pour que ces politiques perdurent et qu'elles aboutissent. L'idée de la troisième vague dont tu m'as invité, c'est qu'en fait, pendant longtemps, les politiques d'open data sont des politiques de l'offre. On met à disposition des données sans forcément se préoccuper de qui va s'en saisir, comment les gens vont s'en saisir, est-ce qu'elles correspondent à une demande. Et c'est aussi l'idée de la loi pour une république numérique qui impose un principe d'ouverture des données par défaut pour toutes les collectivités locales et pour toutes les administrations. C'est la bonne voie pour commencer. C'est Axel Lemaire qui a porté cette loi, qui signe la préface du livre. Donc on est tout à fait alignés. Mais ça a aussi ses limites. Et là, dans les développements internationaux sur l'open data, on se pose cette question d'une troisième vague, d'une autre voie. Donc la première vague, c'était le droit d'accès. Et elle est toujours là. Et en fait, je fais pas mal de plaidoyer pour qu'on la renforce, pour que le droit d'accès fonctionne. Parce qu'en fait, c'est le pilier de toutes les politiques d'open data. Je présente souvent l'open data comme la tour de Pise. La tour de Pise, c'est cet édifice qui attire les visiteurs du monde entier, qui penche parce qu'en fait, ses fondations sont instables. Et ces fondations, c'est le droit d'accès. Les politiques d'open data, pourquoi aussi c'est un peu la tour de Pise? Parce que ça attire les visiteurs dans le monde entier, d'aller voir en France, qui est le pays en tête des classements. Mais en fait, comme les fondations sont instables, ça ne fonctionne pas si bien, notamment quand les données sont un peu sensibles, elles vont un peu alimenter le débat public, et donc on est face à ça. Et l'idée de la troisième vague, c'est de repenser un peu ça en essayant de mettre, déjà d'avoir un premier principe qui est celui de mettre les données au service des politiques publiques. Il y a cette idée de publishing with a purpose, publier avec un objectif de politique publique. Le deuxième point, c'est de créer des partenariats, et ça devrait vous parler en tant qu'acteur de la médiation numérique, pas juste avec les personnes qui sont en capacité de traiter les données, mais aussi d'aller discuter avec les non-usagers des données, des usagers potentiels, et aussi de les accompagner et de les mettre en capacité. C'est aussi le rôle, et c'est intéressant d'être à Lyon, je vous avais vraiment dit que je vais vous flatter, le rôle du Tuba, d'acteurs comme ça qui permettent ce genre de choses. Et donc, c'est pas juste aller voir les personnes qui sont en capacité de traiter les données. Un autre exemple, toujours sur le vélo, je vous l'avais promis et je vais faire vite, c'est le baromètre des villes cyclables qui est porté par une association, la FUB, par une fédération d'associations de défense du vélo qui est collectée avec les citoyens, qui sert à la fois d'aiguillon aux acteurs politiques pour vérifier que la cyclabilité des voies, mais elle sert aussi parce qu'en fait on évalue votre ressenti en tant que cycliste, mais elle permet aussi que les politiques publiques leur servent parfois d'objectifs de politique publique. Par exemple, il y a le baromètre des politiques prioritaires du gouvernement s'appuie sur l'évolution de cet indicateur au niveau national. Il y a plein de collectivités aussi qui s'appuient sur ces données-là pour déterminer leur politique publique. Donc c'est cette idée-là, à travers cet exemple du baromètre des villes cyclables, on le voit bien, un outil de pouvoir et un outil de contre-pouvoir. Merci Samuel ça marche, oui, c'est bon. Pour cette propos introductif. Emeline, je vais vous donner la parole. Et là, c'est ce que tu viens de dire aussi, Samuel. On le dit, on le répète, mais ce sujet des données, c'est pas un sujet
technique, où c'est pas seulement un sujet technique, c'est aussi un sujet donc de démocratique, politique. Pour vous, en tant qu'élu pour la métropole de Lyon, quelle est votre approche sur cette question des données et d'un point de vue donc justement politique? Alors, faut que je vous dise qu'on n'a pas préparé la table ronde ensemble, alors c'est super de passer juste après Samuel. Voilà, parce que donc je vais juste compléter son propos et dire d'où je parle. Je l'avais déjà dit l'année dernière, mais c'est important et ça permettra d'illustrer ce qu'a dit Samuel. Moi, je ne viens pas de votre monde. Je ne suis pas du tout une spécialiste du numérique. Je le dis à chaque fois les équipes numériques de la métropole de se dire « Ah putain, c'est pas possible ». Mais à l'inverse de Francky, que je remercie d'être là, et à l'inverse de Ronan, mon collègue à Brest, et de Michel aussi, mon autre prédécesseur à Brest, parce qu'on va peut-être en parler beaucoup, de celles et ceux qui ont porté politiquement cette question des données pour faire démocratie et faire territoire. Je suis économiste en fait, et mon truc c'était l'économie circulaire. Et donc quand j'ai eu la délégation numérique, je me suis dit waouh, heureusement, ça fait des années que je suis militante dans un mouvement politique qui prône l'émancipation individuelle et collective, et avec des hommes et des femmes que j'ai cités, mais surtout des hommes là, en tout cas sur ces sujets, qui ont toujours milité pour que le numérique soit au service de la démocratie et pas l'inverse, et donc l'outil que sont les données soit au service de la création de communs territoriaux qu'il faut faire vivre. Moralité de l'affaire. Pour moi, quand je suis arrivée en responsabilité en juillet 2020, il y avait une pratique d'ouverture des données publiques, l'open data. Le Grand Lyon, qui est devenu la métropole de Lyon, avait mis en place cette démarche avec, et je remercie vraiment les hommes et les femmes du service public. C'est une institution, le Grand Lyon et la métropole de Lyon, qui a toujours réussi à capter de l'expertise et de la compétence pour tenir ce rythme-là de mettre à disposition sur datagrandlyon.com des données. Deuxième chose, j'aurais dû le dire après, mais je le dis tout de suite, parce que c'est important dans la communauté d'acteurs sur le territoire. Deuxième chose, quelques années après, il y a une association qui a été créée, qui s'appelle Tuba, que dirige maintenant Frédéric, qui anime la table ronde, et qui, d'une façon ou d'une autre, a tout de suite travaillé le sujet des données territoriales, d'abord avec plutôt des grands comptes du territoire, pour faire simple, des énergéticiens et des acteurs de la mobilité qui avaient un intérêt à, mais qui étaient coporteurs et qui sont toujours coporteurs de politiques publiques. Et moi, j'arrive derrière avec ce truc de « oulala, c'est pas mon truc à titre perso », voire même je suis dans la défiance, mais je comprends tout à fait que pour ajuster, décrire, rendre acceptable et faire évoluer nos politiques publiques, en particulier des politiques publiques que les habitantes et habitants maîtrisent pas trop. En général, les habitantes et habitants et les gros geeks, ils aiment les sujets vélo, les sujets arbres, végétalisation, les sujets préservation de la ressource en eau, préservation de la biodive. Tout ça, il n'y a pas de problème. Vous trouverez toujours de la société civile organisée, des gros geeks, voilà. Ça fait kiffer, c'est génial. Après, quand on parle d'adaptation des espaces publics à toutes les formes de handicap, donc accessibilité, mais plus. Quand on parle de lutte contre le non-recours au droit, quand on parle, je m'étais listé des trucs, même pollution de l'air. C'est marrant, les cyclistes, ils vont moins sur le sujet pollution. Je suis cycliste, j'étais trempée aussi. Ils vont moins, et on a besoin de ces données-là. Donc, pour moi, la donnée, elle permet de décrire le territoire, comprendre le territoire. Et je parle bien du territoire et pas de l'institution, donc d'un territoire habité, avec des parties prenantes qui ne sont pas forcément alignées. Donc accepter effectivement qu'il y ait autre chose que le rapport de force que moi je vis en démocratie représentative. J'aurais dû le dire aussi dans mon propos introductif, et peut-être que Francky le dira, je ne sais pas. Mais nous, quand on est arrivé en situation de responsabilité, donc cet exécutif gauche écolo, on avait pleinement conscience qu'on n'a pas été élu avec 90% des voix. Et on a été élu dans un moment très particulier, post-Covid. Donc en gros, on n'avait pas forcément énormément de légitimité. D'où le fait d'activer un maximum tous les outils pour faire démocratie et pour faire commun. Et donc ce sujet des données, il
il fait partie de la solution pour faire vivre la démocratie au-delà du rapport de force et pour adapter, je termine là-dessus, des politiques publiques plutôt portées par des départements, puisqu'on est un département, qui ne sont pas simples à opérer. Et donc pour lesquels on a réuni, mais c'est le truc, la question d'après, une diversité d'acteurs pour écrire justement quelque chose en commun, une charte. Et ben voilà, on fait la transition par rapport à ces objectifs et ce contexte. Pourquoi finalement mettre en place cette charte de la donnée? On l'avait évoqué l'an dernier. Finalement, à quoi elle sert cette charte? Pourquoi elle est mise en place sur le territoire de la métropole de Lyon? Quels sont ses objectifs? Quels sont les cibles auxquelles elle s'adresse? Et surtout, qu'est-ce qu'elle apporte aussi par rapport notamment à un cadre réglementaire? Alors, SCAP, donc déjà, merci d'avoir mis, parce que donc, toute la démarche, elle est animée par David, qui est là, et puis Frédéric Tuba. Et excuse-moi, non, mais j'ai mangé ton prénom. Donc, et Baptiste, voilà. Donc déjà, on hérite de une pratique de l'ouverture des données, enfin j'hérite d'une pratique de l'ouverture des données et j'ai le go de mon président avec une volonté politique d'utiliser la donnée à des fins démocratiques pour faire très simple et d'ajustement des politiques publiques. On a la chance d'avoir un acteur sur le territoire qui sait faire, qui sait réunir les parties prenantes, c'est Tuba, voilà, qui se dote d'un expert, en tout cas d'un sachant volontaire, Baptiste. Et moi, ce que j'ai... Donc, on a la nécessité... et c'est ce qu'a très bien fait Francky, je crois, sur son territoire. Et jadis, c'est ce qu'ont fait Michel et Ronan pour Brest. On a besoin de se doter en fait d'un cadre de dialogue pour fabriquer la confiance. Ce cadre de dialogue, c'est une charte. Une charte, c'est un texte, c'est un bidule sur lequel on s'accorde et qui reste vivant. C'est important, je pense. C'est plus simple pour une élue locale de le dire. Ça s'arrête pas à un temps de thé, on se dit toi tu fais ça, moi je fais ça, on fait ça ensemble pour fabriquer des communs territoriaux. C'est au moment où on se parle, on s'entend sur un exercice en commun qui vise à la coopération. La coopération, hein, ça impose, ça appelle de la réciprocité, mais on a des garants. Enfin, et on a des garants. J'ai pas forcément les bons mots, mais en tout cas c'est comme ça que je le vis en tant qu'élu et c'est comme ça que je le présente à mes collègues et adjointes dans les communes et même à celles et ceux société civile organisée. Je vous mets une petite info, samedi matin j'ai été auditionnée par le conseil de développement de la métropole sur la question de la lutte contre les précarités numériques et on a parlé de cette question de la donnée. Et donc je termine sur une illustration que j'ai pas dite dans les entrants de la métropole qui existaient, en tout cas qui se sont bien développés après ma prise de responsabilité, c'est la question de la protection des données personnelles. En fait, bien sûr que GRDF, Enedis, Citral Mobilité, la ville à vélo, tout ça, il n'y a pas de problème. Ils savent très bien pousser des jeux de données, partager des jeux de données vérifiés. Ce que je cherche, moi en tout cas, ce que je souhaite, c'est au-delà des enjeux de transformation des territoires pour des questions évidentes de préservation des ressources environnementales, j'aimerais aussi qu'avec cette charte de la donnée, on puisse travailler beaucoup plus et beaucoup mieux les questions sociales, parce qu'on est sur un territoire où il y a énormément d'inégalités sociales et qu'on a besoin d'embarquer beaucoup plus que les travailleuses et travailleurs sociaux des maisons de la métropole de Lyon, des CCAS, des communes et des acteurs de la Fédération des acteurs de la solidarité et de la FAS. Voilà. Et pour ça, il faut qu'on donne des garanties, entre autres, des outils de protection des données personnelles et qu'on fasse vivre ça. Donc, ma réponse à Frédéric, c'est on se dote d'un outil en commun qui est la charte pour ensuite fabriquer des communs territoriaux qui permettront, au-delà du mandat électoral que j'ai, au-delà du moment que je vis avec Bruno Bernard et mes collègues jusqu'au printemps 2026, qui permettront de tenir dans le temps. Ça a été dit par Nicolas Fiolaine tout à l'heure. En fait, on se situe toujours par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé et ce qu'on projette sur l'avenir. Moi, dans le passé, j'ai vécu l'ouverture des données, même si je ne suis pas une geek, et je projette le fait que ces données soient vraiment un outil au service de la transformation de politique publique sociale dont on a besoin pour faire vivre la lutte contre les inégalités.
Merci, je rebondis sur tout ça pour redire en quelques mots comment effectivement cette charte de la donnée elle a été construite sur le territoire de la métropole de Lyon, donc avec Mathis et Manon en particulier dans l'équipe de Tuba et David côté métropole de Lyon notamment. Donc c'est effectivement une démarche au-delà de la charte elle-même. C'est vraiment toute cette démarche qui est importante, c'est d'avoir pu mobiliser, fédérer, mobiliser tout un tas d'acteurs qui sont concernés par ces questions des données. Vous l'avez dit, que ce soit des entreprises, des agents de la métropole, des agents internes, des communes, certains peut-être d'entre vous qui ont pu participer aux ateliers, des citoyens, des observateurs extérieurs, etc. En gros, c'est 6 ateliers qui ont rassemblé une soixantaine de personnes qui ont pu réagir, faire des commentaires, donner leur avis, voilà, enfin en tout cas réagir à une première version de la charte qui aboutira dans les prochaines semaines, qui ensuite suivra sa vie, j'allais dire législative, mais non, en tout cas au sein d'une collectivité, puis ensuite qui sera un objet vivant, et on l'espère, et qui aura donc l'occasion d'être ajusté, d'évoluer, etc. Voilà pour ce qui concerne la métropole de Lyon. On va en venir du coup maintenant à la métropole de Nantes, et donc Francky Trichet, c'est à vous qu'on va donner la parole donc pour avoir finalement un retour d'expérience sur une charte de la donnée telle qu'elle a été mise en place à Nantes pour une première de manière inédite, je crois en 2019. Donc on est curieux de savoir effectivement comment vous l'avez mise en place cette charte, quels ont été là aussi ces objectifs, quel rôle elle joue en tout cas aujourd'hui sur votre territoire. Et éventuellement, qu'est-ce qu'elle change ou qu'est-ce qu'elle a changé par rapport à la période avant sa mise en œuvre. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour cette invitation, parce que c'est toujours une belle opportunité, je trouve, d'échanger et surtout de se remettre en question aussi après coup. Donc salut Émilie aussi, je ne vous vois pas, je ne sais pas si vous me voyez. On vous voit et on vous entend. Très bien, donc on ne voit pas de pluie à Nantes encore. Bon voilà. Émilie a dit beaucoup de choses qui sont en fait justes, qui étaient justes, qui sont encore plus justes aujourd'hui. J'essaie de vous faire comprendre qu'aujourd'hui, cette charte, en fait, oui, c'est un cadre de confiance, c'est une dynamique, mais une fois qu'elle est écrite, j'ai envie de dire, tout reste à faire. Tout reste à faire au sens à la fois en interne, en termes d'exigence, d'impératifs, parce qu'effectivement, cette charte, elle évoque des problématiques de mise en confiance, de preuve. Comment on fait la preuve que la donnée aujourd'hui, c'est pas juste une démarche sur laquelle on irait capitaliser un semblant de mise en confiance, de transparence, d'un récit politique. Il faut vraiment se détacher de ça et dire non. Aujourd'hui, nous, on revendique le fait que la donnée, c'est permet effectivement de faire la preuve de l'efficience ou pas de certaines politiques publiques. Et donc, il faut se doter de données, il faut qualifier ces données, et il faut en faire des preuves, au sens plutôt scientifique, mathématique du terme. Et ça, en fait, c'est le plus dur du travail. Cette logique de preuve, en fait, elle passe à la fois pour reprendre de la confiance. Donc, cadre de confiance, c'est bien, mais comment, à un moment donné, on arrive à faire la preuve qu'effectivement, on est encore plus en confiance, à la fois sur cette envie de démocratie avec le citoyen, cette interpellation citoyenne qui peut nous demander, nous pousser à aller chercher de la donnée qu'on n'a pas encore aujourd'hui, ou en tout cas à aller qualifier de la donnée sur laquelle aujourd'hui, à la fois de la donnée publique, mais aussi de la donnée, ce qu'on appelle d'intérêt territorial. On a essayé de poser aussi dans la charte une donnée qui n'est pas de propriété ou collectée par l'institution, mais sur lesquelles on a envie d'avoir un droit de regard, parce que ça va nous permettre justement d'aller répondre à soit à nos politiques publiques ou à des interpellations citoyennes sur lesquelles on doit répondre, parce qu'on doit aller en quête de données, chercher effectivement des réponses. Donc cette mise en confiance, c'est ce que permet à la fois la charte, mais ce n'est que le début de la grande aventure. Le deuxième élément, effectivement, tu l'as évoqué aussi, Émilie, c'est la dynamique que ça crée. La dynamique à la fois parce qu'en interne, on a besoin, nous, de pouvoir faire comprendre le réflexe de la donnée. Dans toutes les divisions, de toutes les petites publiques, de la déchet, en passant par la sécurité, en passant par les espaces verts ou numériques, la donnée, on en a partout, mais certains n'ont pas le réflexe de la donnée. On peut considérer que c'est un patrimoine qui va les aider dans la mise en œuvre de leur politique publique. Et ce réflexe-là, il faut que ça passe par des dynamiques vertueuses où en fait ils comprennent, tout à chacun, qu'on a intérêt à aller, autant que faire se peut en termes de sobriété, mais d'aller justement préserver cette donnée, la qualifier, mais surtout tout de suite la rendre
utiles pour justement leur politique publique. Donc cette dynamique, en fait, cette charte, elle a permis en interne de créer vraiment ce réflexe de la donnée au quotidien. Ce réflexe, alors ça passe par à la fois rappeler que la charte existe. Donc rappeler que la charte existe pour nous, c'est de se dire que dès qu'il y a un nouveau projet qui arrive, au début, ça a été la souveraineté. Aujourd'hui, il y a eu plein de services. En 2019, on a mis la charte et tout de suite, est-ce qu'on respecte le critère sur la souveraineté des données localisées en France ou en Europe? Et ça, c'était compliqué, hein, parce que pour certains, c'était presque pas une évidence, ils ne se posaient pas la question. L'outil était super, c'était. Et puis les données, c'est pas grave, ce ne sont pas trop souveraines en termes d'hébergement. Et nous, non, on était un peu, on va dire, les corrosifs, un peu, et je regarde clair, toujours. Oh non, c'est pareil, la charte de données, elle nous impose des contraintes. Mais au final, ce réflexe est devenu en amont, très en amont de la commande publique. Chez TMI, en plus, la commande publique responsable, c'est quelque chose qui tient à cœur. Et donc, on a transformé aussi pas mal d'éléments de la charte sous forme de clauses des marchés publics sur cette commande publique responsable, sur lesquelles aujourd'hui, maintenant, plus personne ne va revenir en arrière, à la fois politiquement, parce qu'on est allé assez loin sur ces clauses. On pourra vous les envoyer, hein, parce que le document est assez technique. Mais il est aussi assez intéressant pour justement quand on pose les directions, et en particulier les entreprises qui vont répondre à ces marchés publics, on voit bien qu'on a eu un effet effectivement de prise de conscience, et encore une fois que ça a créé une dynamique de contraintes, mais une dynamique pour aller dans le droit chemin. Et donc là, on a tout un tas d'entreprises qui aujourd'hui ont pris l'habitude de se dire ah ouais, maintenant il y a des clauses data, c'est plus compliqué que prévu, à la fois sur la souveraineté, mais on a d'autres sujets, évidemment, aujourd'hui, sur tout ce qui est justement ces données d'intérêt territorial, sur l'IA qui nous arrive. On avait commencé à mettre des éléments sur l'IA et j'ai bien fait par la suite, et on voit bien qu'aujourd'hui on accélère sur ce sujet. Donc prise de conscience, une dynamique qui arrive vertueuse, à la fois contrainte et imposée en interne et sur nos fournisseurs, entre guillemets, dans la commande publique, mais une dynamique qui aujourd'hui est passée du réflexe justement au quotidien et que la donnée est devenue un impératif comme d'autres indicateurs. Et ça, c'est intéressant de voir l'effet d'une charte sur le long terme. Donc j'ai envie de dire, c'est le début de l'histoire, mais il faut passer de la charte aux clauses. Et ça peut être très pragmatique en interne, et ça, vous allez vite y venir pour avoir justement du concret et d'engagement. Le dernier élément aussi que je voulais évoquer, c'est le côté vivant de la charte. On le voit bien aujourd'hui. Lorsqu'on l'a sorti en 2020, chacun aurait imaginé qu'il y a allé aujourd'hui percuter justement cette vérité, cette vérité en société. Moi je le vois en tant que scientifique, je suis chercheur en IA, on voit que l'IA générative qui nous arrive, ça pose un sujet évidemment que tout le monde se pose, mais en fait c'est une quête de vérité. En fait. C'est comment on a créé une démocratie, une société dans laquelle la vérité est mise à mal. D'un point de vue volontaire, et puis comment on sensibilise, on forme plutôt pour justement garder cet esprit critique, mais garder en fait ce sens qui est c'est quoi la vérité. Et aujourd'hui, on le voit avec cette charte-là, nous on commence à travailler sur une nouvelle version qui intégrait ce volet l'IA générative, et qui, dans les fondements de sobriété des usages sur la data, de souveraineté, de mise en confiance, rien n'a changé. Je dirais même, voire tout s'accélère avec l'IA. Et ça ne fait que dire que les valeurs qu'on a posées autour de la charte en 2019, elles ne sont que encore plus ébranlées par ce qui nous arrive avec l'IA, et donc il faut qu'on soit encore plus vigilant et encore plus exemplaire, parce que moi j'aime bien cette notion d'exemplarité des collectivités sur ce sujet de la donnée, parce qu'à la fois on est garant, entre guillemets, de ce qu'on peut appeler l'interopérabilité, c'est-à-dire cette quête de la donnée d'intérêt territorial. Je prends un exemple aujourd'hui, nous, sur les déterminants de santé, en particulier cette notion de santé globale, on essaie d'avoir une plateforme qui permettrait justement d'éviter ce qu'on a vécu post-Covid, c'est-à-dire ce phénomène de résilience ou de robustesse sur lequel on n'était pas du tout prêt. On travaille aujourd'hui sur une plateforme qui s'appelle Synops, justement, sur cette vision, comment on est capable de rendre interopérables des données de santé, alors à la fois en situation de crise, mais aussi des portraits de santé territoriaux pour anticiper ou pour comprendre des phénomènes de cause à effet entre certaines situations socio-écologiques et des maladies chroniques, mais aussi en période de crise sanitaire ou crise montée des crues, est-ce qu'on est capable à un moment donné d'avoir de la donnée fraîche en temps réel pour ne pas résoudre la crise, mais en tout cas avoir mieux ce qu'on a vécu sur le Covid, où on était au doigt mouillé au quotidien pour anticiper effectivement des fermetures de lignes ou pas. Et donc cette logique d'interopérabilité, pour moi, elle est cruciale, et elle évoque encore une fois, elle invoque cette notion de données d'intérêt territorial.
qu'est-ce que c'est qu'une donnée d'intérêt territorial, qui est encore autre chose que la donnée d'intérêt général qu'on connaît bien, mais sur un territoire, à l'échelle d'une politique publique, on peut appeler la robustesse du territoire ou de la résilience, chacun est différent pour eux, mais je préfère robustesse parce que c'est quand même quelque chose de plus durable et plus pragmatique. Comment on arrive à anticiper très en amont avec justement des plateformes où les valeurs de la charte sont de fait respectées, où la dynamique des parties prenantes, qui soient du public privé, chacun a son rôle, mais justement contribue à cette notion de mise en confiance sur la donnée d'intérêt territorial. Et j'ai envie de dire plonger dans une thématique précise. Parce que, pour terminer là-dessus, l'open data, je trouve qu'on a tous souffert de quelque chose, c'était devenu presque, alors ça depuis pas mal de temps, mais on continue, c'est très bien l'open data. Mais en fait, c'était devenu quelque chose où il fallait faire l'open data pour, à un moment donné, on ne sait pas trop quoi, c'était presque philosophiquement, écologiquement, quelque chose de bien de ces données. Et c'était très bien de garder cet état d'esprit. Ceci étant, on souffle sur, encore une fois, le pragmatisme, mais pourquoi faire? La preuve, c'est quoi la preuve de l'open data aujourd'hui? Parfois, on était un peu essoufflé, les territoires, pour dire, bah oui, sur ce sujet-là, on prouve que l'open data, ça a du bon, sur d'autres, c'est un peu plus nébuleux. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on doit revenir sur des politiques publiques très ciblées dans lesquelles on se dit, bah, nous, voilà, à Nantes, on a pris cette vision de la santé globale du territoire, de la robustesse post-crise, pour en faire un sujet où, radicalement, on est obligé d'avoir un travail de mise en confiance sur la donnée d'intérêt territorial, d'avoir des preuves sur des services qui vont, à un moment donné, où on va pouvoir qualifier ces preuves, donner à l'appui, de meilleure efficience des politiques publiques, meilleure interopérabilité de la donnée, et puis derrière, du changement de comportement. Parce que l'enjeu de tout ça, c'est que le citoyen, et j'aime bien aussi la vision d'Émile, c'est que nous, on est là à la fois pour mettre en confiance, mais pour faire en sorte que les citoyens, ils changent ses comportements au quotidien, et qu'on l'accompagne avec la donnée. À la fois pour se susciter, mais aussi pour lui montrer, tu vois, c'est bien. Dans cette logique de commun, on va dans le bon sens. Et donc, il faut qu'on ait aussi de la donnée pour prouver l'efficacité des changements de comportement individuels sur une logique de commun et de territoire. Donc voilà, pour terminer, un simple bout de papier, comme le dit Émile, a transformé, je pense que c'est extrêmement important. Alors, on a fait aussi des travaux à l'échelle interterritoriale, à l'échelle à la fois des commissions, la commission de ville innovante de l'AILF. C'est intéressant sur le côté revendiquer la diplomatie des villes francophones, c'est mon data, excusez-moi, mais je trouve qu'on a aussi beaucoup à dire et beaucoup à entraîner sur cette logique-là des données, des chartes territoriales sur des regards croisés culturellement, et voyez qu'on n'est pas soumis à les mêmes contraintes. Et je trouve que c'est intéressant de revendiquer cette francophonie, et puis à l'échelle de France urbaine, tu l'as évoqué. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a une certaine maturité, avec un socle de commun sur ce qu'est une charte territoriale, à quoi ça sert, comment on peut s'en auto-inspirer. Il faut qu'on prenne tous maintenant le train de l'IA et les intégrer dedans, parce qu'effectivement, on a pas mal de sujets qui vont s'accélérer. Donc, vive la charte de la donnée, mais je dirais encore mieux, accélérons avec de la donnée d'IA, parce qu'il n'y a pas d'IA sans donnée. Donc, on revient sur le plan de Monto. Et puis, pour terminer, voilà, transformons vite tout ça en clause, et en clause et en projet très concret, pour justement, encore une fois, conforter ce système de preuve de la collectivité, mais aussi preuve du changement individuel. Merci pour ce retour déjà très riche, et on reviendra aussi effectivement sur la question de l'IA. La charte pour Nantes, évidemment, a été un objet d'inspiration, de la même manière que le guide des chartes territoriales des interconnectés. Si on pousse Samuel, je reviens à toi, mais un petit peu, si on remet tout ça en perspective, finalement, la métropole de Lyon, elle se dote de cette charte, 5 ans après Nantes. Pourquoi un tel délai, peut-être rapidement? Il y a deux manières de voir en fait ces chartes, à mon sens. Et donc, c'est vrai que le fait que ça arrive 9 ans après celle de Nantes, on pourrait 9 ans, combien? 5? Pardon, 5. J'aurais dû vérifier mes calculs avant. Il y a deux manières de considérer ces chartes. La première, je le vois dans certains territoires, c'est de considérer la charte comme l'initiation d'une démarche et en fait le point de départ. Donc fixer une intention politique en point de départ, et sur des territoires qui ont moins expérimenté, ça arrive
pas mal. Donc dans certains cas, ça marche. Dans d'autres cas, ça va être le risque, c'est que ce soit un peu trop théorique, manque de mise en pratique, et qu'en fait, ce soit un peu un feu de paille. Ce qui s'est passé dans certains territoires, à Nantes ou comme ici, c'est de considérer plutôt la charte comme l'aboutissement de certaines pratiques, d'expérimentation, en fait comme une mise en politique publique de choses qui ont déjà été expérimentées, qui sont déjà bien ancrées dans un territoire. Et en fait, si on regarde ce qui s'est fait à Lyon, alors moi c'est mon cas, je viens régulièrement à Lyon, je vais aussi régulièrement à Nantes, j'y étais il y a 2 semaines, et ça fait partie des endroits où j'aime bien discuter et débattre de ces questions-là. En fait, il s'est passé pas mal de choses qui ont abouti à cette charte, et moi je les ai observées, je les ai vues. Alors, je vais pas être totalement lèche-botte, il y a des choses avec lesquelles j'étais pas toujours d'accord. La licence sur les données de mobilité, c'est un truc sur lequel je continue de pas être d'accord. Mais il y a plein de choses, en tout cas, qui sont des piliers de cette charte et qui continuent. Je pense notamment au réseau de la médiation numérique. En fait, ce lien que vous faites assez naturellement entre médiation numérique et politique publique de la donnée, il n'est pas du tout évident dans plein de territoires. Il y a des acteurs qui connaissent bien ces questions depuis longtemps. Moi, j'avais pas mal travaillé avec le Résine sur le standard de données des lieux de médiation numérique qu'on a conçu avec la Mednum. J'ai aussi, c'est à Lyon que moi j'ai fait mes premières armes en tant que médiateur de données quand Dory m'a invité à intervenir à Super Demain en 2013 devant des gens qui ne connaissaient pas du tout ces questions-là, et on nous a donné une scène, et allez-y. En fait, c'est des endroits où le lien entre médiation numérique et données est conçu depuis assez longtemps. Il y a une culture à Lyon de la prospective et de l'expérimentation qui est assez ancienne. C'est pas moi qui le dis, c'est Nicolas Riot dans sa thèse qui montre que c'est à Lyon qu'il y a eu la première direction prospective. Il y a aussi le rôle d'Erasme qui permet de faire un certain nombre d'expérimentations. Et puis il y a un tiers-lieu fédérateur, on l'a déjà dit, il y a le Tuba, ce qui fait que aussi c'est pas anodin que ce soit vous qui avez participé à l'animation de ce travail-là sur la charte. Je pense que c'est aussi un point de force. Il y a un autre point, c'est que la plateforme Data Grand Lyon, quand elle est sortie dans sa 2e version, ça a été un peu une rupture parce qu'en fait, il y avait dans le monde des portails Open Data, on avait rarement accès aux données et on facilitait rarement l'accès aux données aux citoyens. Le seul cas, c'était avec les plateformes Open Data Soft qui sont propriétaires. Là, c'est la première plateforme open source où on a vraiment des cartes, on peut vraiment manipuler, explorer les données. Il y a des trucs très simples qui sont pensés pour l'usager. Pardon de cette digression technique. Je ne comprends pas que sur tous les portails, on continue de fonctionner en ligne. Et donc vous arrivez, vous regardez une ligne de données, il y a 40 colonnes. En fait, votre ordinateur n'est pas fait pour scroller sur la droite. Sur le portail du Grand Lyon, il y a une super idée, c'est qu'on peut cliquer et en fait, ça revient vertical. Donc en fait, ça marche bien. Et ça, pour le citoyen, mine de rien, c'est vachement pratique parce qu'en fait, il y a tout un tas d'informations, il y a tout un tas d'usages qu'on ne connaît pas des données et de l'open data. Et je reviens sur la petite provocation de Francky, mais j'aurais beaucoup à dire sur l'open data. Et je pense que c'est bien de ne pas considérer l'open data comme quelque chose de bien en soi, mais quelque chose qui a fait ses preuves et qui dans certains cas fonctionne pas, mais aussi dans les usages de l'open data, c'est pas forcément créer des grandes data visualisations, de la prédiction, des choses. Il y a des usages de l'open data, on parlait des données des marchés publics. Où est-ce que vous avez la liste des marchés publics? C'est dans les données essentielles de la commande publique. En fait, il y a 2 visions de l'open data. Il y a la pêche au gros, on va faire une grosse analyse de toute la base de données. Il y a la pêche à la ligne, on prend une ligne dans un jeu de données. Si vous voulez savoir où sont quelles subventions ont été attribuées, c'est dans une ligne dans un jeu de données. Et donc, il y a tout un travail qui continue et qu'il faut faire de médiation, de juste montrer que en fait, dans ces données-là, il y a des informations utiles au débat public. Et même si ça paraît un peu abrupt et technique, en fait, là-dedans, il y a des choses qui vont intéresser plein de gens, y compris juste chercher une ligne dans un jeu de données. Et ça, c'est vrai que c'est bien sur Data Grand Lyon, ça marche bien. Je termine sur un dernier point, c'est aussi à Lyon qu'il y a eu la première administratrice des données qui a été nommée. C'était une première au niveau de la sphère publique. C'était même aussi une première presque parfois en comparaison avec le secteur privé. Cette idée de Chief Data Officer, c'est des choses qui se sont arrivées. Et donc, moi je pense qu'il y a un besoin de chartes locales qui inscrivent des pratiques dans le temps. C'est important que ces chartes aussi, elles s'appuient sur des expérimentations qui ont fait que les acteurs ont une forme de maturité. Et moi, je pense qu'il y a un point que je voudrais insister, c'est que ces chartes, c'est intéressant qu'elles discutent entre elles, ce que vous faites là, mais c'est intéressant aussi que des chartes adhèrent à d'autres chartes. Et moi, j'invite la métropole de Lyon, qui s'est engagée depuis longtemps sur ces questions-là d'open data, à adhérer à la charte internationale de l'open data, qui est le texte de référence. Et en fait, on peut y adhérer. Et à ma connaissance, il n'y a aucune collectivité en France qui l'a fait. Ça ne mange pas de pain,
Mais sur ces questions, par exemple, de troisième vague, je ne l'ai pas dit, mais c'est la charte internationale de l'open data, c'est l'Open Data Charter qui le pose. Et Francky disait l'importance de discuter aussi de ces questions-là à l'international. Bah, je pense que ça peut être un acte simple pour aller dans cette direction. Merci de cette proposition. Emeline, de manière très concrète, on est aujourd'hui aussi devant les communes, les partenaires de la métropole. Comment, sur la mise en application de cette charte, qu'est-ce que vous attendez de ces partenaires, de ces parties prenantes? Quelles sont vos attentes vis-à-vis de ces différentes interlocuteurs finalement? Donc il faut avoir bien en tête, je pense que ça transpire de ce qu'on dit depuis le début, que cette charte c'est un outil de dialogue à l'échelle du territoire. Donc c'est pas la charte de la métropole de Lyon en tant qu'institution où Bruno Bernard va mettre une goutte de sang en bas de la délibération quand on la votera en début d'année civile, si je me plante pas. C'est vraiment, ça ne fonctionnera que si on embarque un maximum de parties prenantes du territoire. Donc il y en a qui ont fait partie des groupes de travail en amont, mais ce qui est intéressant démocratiquement et puis même techniquement, parce qu'on a d'autres objets techniques en commun avec les services des communes entre autres, mais aussi les CCAS, j'insiste moi, c'est d'embarquer en fait l'infra-territoire métropole de Lyon. Donc c'est une charte territoriale et moi ce que j'attends c'est de pouvoir plus et mieux embarquer les communes, les CCAS et même d'autres acteurs parties prenantes du territoire. J'insiste en particulier sur les sujets sociaux qui sont, de mon point de vue, je vais citer ici des organisations, mais je vais dire, il y a une autre organisation, des sujets qui sont mal appréhendés, qui donnent lieu à énormément de fake news, mais énormément, infiniment, alors même qu'une fois que les shifters de Lyon ont publié un truc sur un réseau social, c'est jamais remis en cause. Idem pour la ville à vélo, voilà. Sur les sujets de vieillissement, santé, handicap, précarité numérique, précarité menstruelle, tout ce que vous voulez, c'est beaucoup plus délicat et donc je vais m'y atteler à aller chercher les collègues qui portent ces sujets-là. Et merci Francky d'avoir amené le sujet de la commande publique. Donc j'ai la chance d'être aussi, pour parler de cette charte territoriale, en charge des achats publics. Je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas c'est comme ça. Un truc positif. Notre socle datagrandlyon.com a permis aux acteurs de l'économie sociale et solidaire de s'exprimer, de donner à voir leur offre de services, etc. Donc cette plateforme d'ouverture des données, elle a permis à des acteurs socio-économiques du territoire d'être un peu plus visibles et de faire du business, pour être clair, et du business dans le bon sens, parce que c'est des acteurs de l'ESS, donc ancrés avec de l'impact social. Demain, j'espère vraiment qu'on le repartagera dans un an, Francky, ou si tu viens au JNFU, on en parlera en direct. J'espère qu'on arrivera, je sais que ça commence à être travaillé, mais à intégrer ça dans nos clauses. Je vous dis pas comme c'est compliqué tout ce qu'on demande dans nos clauses, mais j'ai bien conscience de ce que ça peut nous faire gagner en termes d'accélération, d'ajustement de nos politiques publiques. Je pense en particulier au sujet mobilité, parce qu'on close beaucoup sur les questions mobilité et on le met dans nos plans de progrès. Je suis désolée si c'est trop technique et que vous ne pigez pas, mais je suis vraiment preneuse du retour d'expé de Nantes, parce qu'a priori, il n'y a que Nantes qui a avancé là-dessus. Et si on arrive à faire une table ronde là-dessus l'année prochaine lors de Résine, ça m'intéresse, en mettant autour de la table des boîtes qui ont contribué, des entreprises et des gabarits d'entreprises différentes, et qui puissent nous dire en quoi elles, ça les a fait cheminer dans leur organisation pour faire vivre la politique publique locale, quoi, dont ils dépendent aussi. Il nous reste un petit peu... Je suis pour quel genre, c'est bon. Il nous reste un petit peu... Oui. Il nous reste un petit peu moins de 10 minutes, je sais, ouais. On voulait aborder un petit peu les questions d'intelligence artificielle, donc on va le faire très rapidement. Samuel, on voulait commencer avec justement redresser un petit peu le panorama de l'intelligence artificielle en se disant artificielle et données.
Alors il y en a plein et comme j'ai pas beaucoup de temps, j'ai juste posé des questions plutôt que d'apporter des réponses. En fait, j'ai envie de poser 3 questions. La première, c'est est-ce qu'on peut avoir une stratégie IA sans avoir de stratégie data? La réponse, on l'a faite pendant le forum des interconnectés dans une table ronde animée par Simon Chignard. La vidéo est en ligne, mais ce que je veux juste dire, c'est que si on se contente, si on fait une stratégie IA sans avoir de stratégie data, on va se contenter de solutions qui vont être préfabriquées, où en fait on perd souveraineté sur les modèles et où en fait on ne peut pas les ajuster s'il n'y a pas de données qui vont permettre d'ajuster ces modèles-là. Je ne vais pas plus loin parce que sinon je vais exploser le temps. La deuxième question, et je pense que vous y serez particulièrement sensible pour les acteurs de la médiation numérique, mais pas que, c'est comment est-ce qu'on peut rendre explicable ce qui est parfois un peu inexplicable, qui est cette sorte de boîte noire un peu opaque qu'est l'intelligence artificielle, mais ça vaut aussi pour beaucoup des algorithmes. C'était le sujet de la table ronde d'avant. Mais en fait, je voulais juste raconter une expérience là qu'on est en train de faire avec Nantes Métropole. Là, justement, on est en train de concevoir un format type fresque qui s'appelle la boîte noire de l'IA. On a aussi chez Data Activist travaillé avec Erasme et la Métropole sur un format immersif pour permettre aux agents de s'approprier ces questions. Je pense que c'est un des gros sujets qui va arriver, c'est-à-dire que il y a besoin d'un débat critique sur ces questions-là, mais il y a aussi besoin de comprendre. Moi, je suis personnellement très convaincu que déjà, d'une part, on a beaucoup de mal à comprendre le présent et que du coup, que la prospective est compliquée quand même les spécialistes du domaine ont du mal à comprendre ce qui se passe actuellement. Et deuxième point, c'est que pour nourrir et éclairer le débat public sur ces questions-là d'IA, il y a besoin d'entrer dans la fabrique, dans le cycle de vie de l'IA, de comprendre un tout petit peu comment ça fonctionne. Et là, c'est pour ça qu'on essaie de travailler sur des formats de médiation qui soient accessibles et qu'on travaille avec le réseau des médiateurs numériques de Nantes Métropole sur cette boîte noire de l'IA. C'est qu'en fait, ce débat-là, il y a besoin de remettre ça aussi sur des enjeux écologiques parce que faire une recherche sur ChatGPT versus une recherche Google, c'est quand même 20 fois plus de consommation électrique. Si ça devient la norme, alors évidemment, ils vont trouver des moyens d'optimiser ça, mais ça pose des questions. Ça pose des questions industrielles. Et après, la troisième question que j'ai envie de poser, c'est en fait... comment on repense l'open data avec l'émergence de l'intelligence artificielle. Ce que je montre dans le livre, page 46, c'est vous pouvez vérifier, l'entraînement, le lien entre l'industrie de l'IA et les données publiques, le fait qu'en fait les données publiques ont servi pendant longtemps à entraîner des modèles d'IA. Un exemple, vous utilisez peut-être DeepL pour faire des traductions, derrière c'est Lingui, derrière en fait c'est les données du Parlement européen, qui est une grosse machine à traduire. Et l'autre question, c'est en fait, en tant qu'acteur public, qu'est-ce qu'on fait face à ça? C'est-à-dire qu'il y a un pillage, j'en parle pas mal dans le livre, je m'appuie sur Kate Crawford là-dessus, il y a un pillage des communs. C'est assez factuel. Alors, est-ce qu'on se dit « Ah, on va tout refermer et donc pour éviter que OpenAI prenne tout » ou est-ce qu'on se dit en fait, en mettant à disposition des grands corpus de texte qui contiennent pas de données à caractère personnel, avec des données publiques, on favorise une concurrence saine. Et en fait, on part du principe que les géants trouveront toujours des moyens d'accéder aux données, ils font des provisions pour tous les procès qui vont se prendre. Donc en fait, si on permet à d'autres acteurs d'y émerger, et ça c'est un des principes de la Charte internationale de l'open data, c'est cette idée de développement inclusif qui n'est pas juste un buzzword, c'est-à-dire qu'en mettant à disposition les données à destination de tout le monde, on ne favorise pas ceux qui ont le plus de pouvoir et de moyens. Merci. Claire, peut-être, je crois que, en complément de ce que Francky Trichet a évoqué tout à l'heure, comment ce sujet IA est abordé dans la charte de la métropole de Nantes, pardon. C'est un objet de réactualisation où justement ça illustre le caractère vivant de la charte, je crois. Oui, tout à fait. Bonjour. Francky Trichet a dû s'attendre, je suis désolée. Donc, moi, je suis Claire Sachot, je suis administratrice de la donnée pour la ville de Nantes et Nantes Métropole. Effectivement, on avait déjà posé un premier principe sur l'IA dans la charte de la donnée qui disait que, en gros, on s'interdisait de pouvoir recourir uniquement à l'IA pour les décisions qui concernent les usagers de service public. Je pense que c'est aussi une réflexion que vous avez dans votre projet de charte. Et comme vous disiez, l'idée, c'est aussi que la charte reste un objet vivant. Et on est en train de réfléchir à cette actualisation de notre première charte. Effectivement, depuis 2019, finalement,
c'est un peu la préhistoire, hein, avec tout ce qui s'est passé pendant toutes ces années. Et donc, on a souhaité venir apporter notre nouvelle doctrine en matière d'intelligence artificielle que les élus ont posée cette année, qui vient poser un cadre de confiance sur la manière dont nos collectivités on vient recourir à l'IA au service de notre politique publique. Donc on va venir améliorer cette charte en précisant un peu les critères sur lesquels on travaille actuellement et qui nous permettent d'instruire les cas d'usage d'IA qui se posent au sein de la collectivité pour conscientiser les choix qu'on fait quand on utilise de l'IA et savoir dire et justifier quand on y va, pourquoi on le fait, après avoir analysé un certain nombre de sujets, que ce soit évidemment la conformité au cadre juridique, mais aussi l'impact sur la sobriété énergétique, comment ça vient améliorer le service public, c'est quoi les sujets en matière de transparence, etc. Donc voilà, ça c'est notre prochain objectif et ça nous permet aussi de relier ça à toute notre politique publique numérique responsable qui a émergé aussi depuis qu'on a élaboré cette charte. Très bien. Emeline, je vous laisse le dernier mot. De la même manière, comment ce sujet IA il est traité dans la charte pour le territoire de Lyon, enfin localement. Et puis voilà, il y a peut-être des initiatives aussi à faire valoir. Ouais, et qui sont visibles ici. Donc, dans la charte territoriale telle qu'elle a été travaillée, l'IA n'était pas forcément un hyper entrant, hyper travaillé, sauf dans sa dimension éthique, donc sur les questions de non-discrimination, sur les questions d'explicabilité, entre autres. Voilà, donc c'était pas au cœur, et puis vous l'avez compris, Nantes est plus en avance. Toutefois, deux choses. Ici, il me semble, il y a un atelier où il y a un démonstrateur, je l'ai pas vu, c'est pour ça que je dis il me semble. Non, mais c'était sous forme d'atelier. C'est AIA. Mais je sais pas. Tout en haut, je suppose. Donc il y a un jeu que vous pouvez découvrir. Qui a été créé par les équipes. Donc on a un support de médiation, j'ai envie de dire, voilà. Deuxième chose, comme mon voisin l'a dit, on a la chance d'avoir encore et toujours un service de prospective à la métropole de Lyon, et sauf erreur de ma part, qui s'appelle la DPDP dans le jargon, et le site c'est Millénaire 3, et tout est disponible pour tout le monde. Ils ont travaillé un peu la question de l'IA, donc il y a des choses à lire et à partager qui nourrissent au moins les élus. Et dernier sujet, même si, mais du coup, Claire vous le transmettra à Francky, sauf si je vois Francky au JNFU en fin de semaine. Je pense que ce que vous avez fait sur la box, comment vous l'avez appelé, la boîte noire, pardon, oh là là, j'ai tout de suite réinterprété, la boîte noire de l'IA, ce serait bien, ça me permet de le dire aux équipes, ce serait bien quand vous aurez fini de venir le présenter en fait sur le territoire pour la population des élus, mais pas que, donc plutôt à Tuba. Voilà, ça vous fait... ça fait une commande de passer directement. Merci, je complète en disant qu'on prépare aussi une fresque de la donnée qui, j'espère, bientôt pourra aussi être un objet de sensibilisation. Merci à vous tous et à vous toutes. On a été un peu au pas de charge, il y a beaucoup de choses à dire. Donc on a essayé de brosser un peu l'ensemble de ces sujets, de vous donner à voir l'ensemble de ce sujet, de la donnée, de son utilisation, de sa réutilisation, en particulier à travers l'exemple, ou en tout cas ce cas particulier de la charte de la donnée territoriale et pas métropolitaine. Effectivement, on insiste là-dessus. Je remercie donc Emeline Baume, Samuel Goetta, Francky Trichet et Claire qui du coup nous a aussi aidé à la fois dans la préparation de cette table ronde et puis qui a donc assuré au pied levé l'intervention. Merci aussi à David et à l'ensemble des équipes de la métropole pour l'organisation de cette table ronde, et merci beaucoup, à bientôt.